semaine, la fine équipe d'ORLM passe au crible iOS 12 après plus d'une semaine d'usage sur nos iPhones et iPads. Retour donc sur les avancées les plus marquantes de ce système, ses fonctions surprises mais aussi ses manques, sans oublier les gains de performance promis par Apple sur d'anciens iPhones. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver ici à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech, c'est le futur, on est sur le futur de l'automobile. Regardez cette voiture de Retour vers le futur, on est sur le parking de l'école 42 pour un hackathon spécial qui va être organisé cette semaine. On va essayer de se projeter dans le futur d'Apple avec iOS 12 cette semaine, on va même essayer d'aller un peu plus loin, on va essayer d'aller, à la rentrée, allons-y, tchac. On va essayer d'aller voir ce qui va nous préparer à la rentrée, septembre 2013, 14, 15, 16, 17, allez, septembre 2018, et on va savoir ce qu'Apple va sortir des nouveaux iPhones, de nouveaux MacBook Pro, on a hâte, de nouveaux iMac tactiles, on peut rêver. Non, allez, on va directement dans le studio et on va parler d'iOS 12. Je vous rappelle que vous retrouvez le débat high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom. Vous retrouvez également ORLM sur nos chaînes Dailymotion et YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce sur iTunes et podcasts bien sûr en HD ou une version audio, nouveauté, une version audio que vous retrouvez également sur TuneIn, pratique pour écouter ORLM sur des enceintes Sonos. Sur notre app ORLM pour iOS disponible sur l'App Store pour iPhone et iPad, mais aussi pour Apple TV. Enfin, n'oubliez pas de suivre On refait le Mac sur Facebook, Twitter, mais aussi désormais sur Instagram. Bienvenue donc dans ce 297e épisode d'ORLM. Nous allons franchir bientôt le cap des 300 numéros et à cette occasion, nous allons recevoir un invité exceptionnel. Nous vous proposons d'assister à l'enregistrement de l'émission qui aura lieu mercredi 20 juin à l'école 42 dans le public. Et si vous devinez en tout cas qui sera notre invité, vous pourrez gagner des places. Pour ce faire, il vous suffit d'envoyer un tweet au compte @onrefaitlemacom en associant l'hashtag ORLM300. L'hashtag ORLM300. Pour vous aider, suivez le compte @onrefaitlemacom. Nous allons vous glisser quelques indices cette semaine. Voilà, bonne chance à vous. Attention, les places sont très limitées. C'est vraiment VIP cette fois-ci. Vous allez voir, il y aura du beau monde, du moins j'espère. En plateau, depuis qu'il a installé iOS 12, il a pu ressortir enfin ses anciens iPhones qui ont trouvé un coup de jeune comme lui. Vous allez voir, il est transformé cette semaine grâce à la bêta. Notre consultant en stratégie numérique, toujours en quête des objets high-tech tendance, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Oui. Pas de cravate cette semaine. Il y a dû laisser aller, c'est incroyable. Ouais, non, mais ça vient, c'est bien de changer. En fait, je suis en look Animoji. Voilà, c'est le lancement Animoji de la semaine dernière qui t'a dit tiens, je vais arrêter de jouer au consultant, je vais paraître plus jeune. Écoute, c'est important pour avoir des youtubeurs, plein de gens qui se connectent sur YouTube. Voilà, plus de jeunesse dans cette émission. J'ai beaucoup de marge. Oui, moi aussi, regarde. En duplex depuis Lausanne et la rédaction de Mac Forever, il n'a eu de cesse ces 2 dernières semaines de passer au crible iOS 12. Pour lui, le Mac, c'est pour toujours. Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien ? Oui, pas de cravate pour toi non plus. Non, jamais. OS 12, iOS 12, partout. Oui, alors par contre, du coup, je recharge mon téléphone 3 fois par jour, bah oui, évidemment. C'est une bêta. Et sinon, c'est vrai que oui, c'est une bêta assez stable quand même. J'ai pas tellement de plantage. On va en parler, c'est le sujet de cette émission. En duplex depuis la région parisienne, si cela ne tenait qu'à lui, il installerait les bêtas partout en iOS 12. Enfin, regain de forme aux appareils à la pomme et il y a quelques anciens modèles. Thierry Derouet, bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Alors Non. Je travaille, monsieur. Donc, je ne m'amuse pas avec la bêta d'iOS 12, surtout que pour des machines de production. La batterie, c'est quand même assez sensible, on va dire. Voilà. Bon, et enfin, dernier chroniqueur cette semaine. PPC, fondateur de Wiscap TV. Bonjour PPC, comment ça va ? Bonjour Olivier, salut Stéphane. Salut. Bonjour aussi à Didier et puis à Thierry, bien sûr. Je suis ravi de vous rejoindre. Wiscap.tv. Voilà, pour ce spécial, ouais. Wiscap.tv, comment ça va ? Quelle est ton actualité ? Ça va bien, écoute, on est spécialiste du live sur les différentes plateformes que sont Twitter Live. On a besoin de quelques conseils, parce que nous les lives, on galère. C'est simple, mais c'est sympa. Bon, tu viendras nous faire le consultant de l'X à la place de Stéphane Zibi pour les lives, parce qu'on en a bien besoin. Allez, place au chiffre de la semaine. Stéphane, quel est le chiffre de la semaine ? Oui Olivier, le chiffre de la semaine, c'est le résultat de notre sondage qu'on vous a proposé sur le compte Twitter. Comme chaque semaine, on refait le Mac. La question était, face aux gains de performance offerts par iOS 12, seriez-vous prêt à installer dès la disponibilité de la bêta publique ? La réponse est 51% non, 49% oui. Si on avait posé la question peut-être pour les autres bêtas les années passées, peut-être on n'aurait pas eu un chiffre aussi élevé, parce que peut-être il y avait plus de nouvelles fonctionnalités qui pouvaient éventuellement porter à
pouvez pas rassurer. Là, comme on est quand même sur de continuité, je ne dévoile pas le reste de l'émission. Non, mais c'est vrai que tu le disais en préambule, Didier, bon, il y a quelques bugs, moi j'ai planté quelques fois, mais c'est une bêta extrêmement stable, mais c'est entre guillemets, qu'une évolution d'iOS 11, c'est aussi pour cela. Non, mais c'est vrai qu'elles sont très très stables ces dernières années, les bêtas publiques. Je pense que quand ils mettent ça dans les mains justement des gens, ils veulent pas non plus que ça leur plante complètement leur téléphone, même s'il y a toujours un risque. Là, je dirais qu'effectivement, est-ce que tu es prêt pour avoir le gain de vitesse là, qui est vraiment offert cette année, on va en reparler. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton autonomie et éventuellement quelques bugs? C'est vraiment ça la question. Alors il y en a oui, mais c'est vrai que si tu l'utilises de manière pro, comme le disait Thierry, c'est quand même assez pénible toute la journée de devoir recharger tout le temps, quoi. Bon, on va quand même parler quand même de choses positives et pas retenir uniquement la batterie. La première chose positive, c'est le gain de performance. Apple a beaucoup insisté sur ce point et c'est l'objet de ce premier chapitre. iOS 12 redonne vie aux anciens iPhone et iPad. C'est encore une fois le point le plus important sur lequel Apple a insisté lors de la WWDC, en offrant des gains de performance sur les anciens appareils jusqu'à 40% pour l'ouverture du NAP, 50% pour l'affichage du clavier et une accélération jusqu'à 70% pour l'ouverture de la cam. On a vu fleurir et regarder pas mal de vidéos qui comparaient des iPhones à configuration égale, comme ici 2 iPhone 5S, l'un bien sûr sous iOS 11, l'autre sous iOS 12. Évidemment, ce dernier est plus réactif. C'est assez sensible, notamment sur les anciens appareils. C'est vraiment prometteur pour une bêta. Messieurs, est-ce que vous l'avez consulté de votre côté? On va peut-être commencer avec Thierry, tout simplement. Si j'avais voulu l'installer, je l'aurais installé sur l'iPhone 6. Le problème de l'iPhone 6, c'est que j'arrive toujours pas à changer la batterie. Tu vois un peu oui, je vois très bien. Donc, on va en parler de la batterie tout à l'heure. Pour vraiment utiliser des bêtas, il faut vraiment qu'on ait des machines anciennes, mais avec des batteries neuves. Oui, ou alors d'avoir réussi à pouvoir faire changer sa batterie auprès de l'Apple Store. Et c'est vrai que la queue est toujours assez importante, la liste d'attente. Parmi vous, messieurs, qui ont pu constater des progrès? Moi, je l'ai installé sur mon iPad R1. Il y a des progrès sensibles, notamment, je vous le disais déjà la semaine dernière, lorsqu'on installe tout simplement iOS 12 et qu'on lance par exemple une écriture d'un texte dans Notes, eh bien on attend plus 5 secondes ou 4 secondes pour que le clavier apparaisse. C'est un peu plus réactif. Thierry, PPC ou Stéphane en plateau, est-ce que vous avez également constaté des progrès sur d'anciens téléphones ou iPad? Thierry, peut-être. Moi, non, je l'ai testé, je l'ai mis directement sur l'iPhone 10. J'ai pas eu peur. En prod. Et en prod, voilà, et ça marche super bien. Donc, je suis plutôt très satisfait de cette bêta. Ça promet, je pense, pour la suite. On a l'impression que c'était la version d'avant, la iOS 11 qui était toujours en bêta. Là, sur le 12, ça marche vraiment très bien. Je dirais pas la même chose, par contre, sur Morave. Sur macOS, où là, Mojave, tu le prononces beaucoup mieux que moi. Je dirais pas du tout la même chose. Et là, je dirais pas sur une machine de prod. C'est vraiment pour l'instant très, très, très instable. Ouais, brièvement, Didier, tu as fait le test sur d'anciens modèles ou dans la rédaction de Mac Forever? Ouais, on n'arrive pas au chiffre d'Apple encore, mais c'est normal. C'est la première bêta. Les premières bêtas, elles sont quand même toujours beaucoup plus lentes, donc je pense que ça va s'améliorer petit à petit. Mais peut-être qu'effectivement, il faudra attendre quand même les versions finales avant de vraiment avoir ces gains de vitesse. Mais c'est vrai que la chose qu'on peut noter, c'est que même sur l'iPhone 10, c'est quand même plus rapide que iOS 11. Même si on a fait une vidéo, c'est des quarts de seconde, mais c'est sensible. Déjà, ça, c'est très prometteur quand même. Pierre-Philippe, pour revenir à toi, tu avais publié un petit billet cette semaine sur justement les annonces de la WWDC. Apple avait besoin de faire une pause dans les innovations pour solidifier iOS, mais aussi pour préparer l'avenir. C'est la perception que j'ai, c'est-à-dire qu'en fait, on a entendu, on a vu certains développeurs qui étaient présents ou qui regardaient l'événement lors du keynote, alors que le keynote, c'est quand même pas toute la semaine. Le keynote, c'est vraiment juste une partie un peu émergée. C'était plutôt marketing, qui était un peu déçu par le plus grand public. Il s'attendait finalement à peut-être plus de choses. Moi, mon analyse est la suivante, c'est de se dire que c'est peut-être un super message qu'envoie Apple pour la communauté de développeurs, et je crois que ça s'est confirmé d'ailleurs pour ceux qui avaient la chance de pouvoir participer aux ateliers pendant toute la semaine avec vraiment les développeurs, se dire tiens, on fait peut-être un peu une pause, même si on peut trouver de ci, de là, il y a je crois un peu plus d'une centaine de nouveautés si on compare iOS 12 avec l'iOS 11 qu'on a actuellement. Donc, il y a quand même une centaine de petites améliorations, de petites choses à découvrir. Donc, ils nous ont pas tout dit pendant ce keynote. Mais ils font plutôt une pause. Et cette pause, à mon sens, c'est une pause qui est plutôt industrielle, histoire de dire je solidifie mon socle.
je prépare un certain nombre de choses. Je prépare peut-être, et c'est le projet qu'on appelle, si je me gourre pas sur le nom, je le prononce peut-être mal, marzipan. Vous savez, c'est un peu cette pâte d'amande, ça veut dire pâte d'amande. C'est peut-être un petit peu ce deux mondes entre le PC, enfin le desktop, pardon, et le smartphone qui vont se rapprocher. Pas de Donc là, fusion, ça mais un nécessite de rapprochement. solidifier. Ouais, un rapprochement, moi je pense que ça sera pas la même chose parce que dans l'expérience utilisateur, il y a des éléments, on a un clavier, on a un trackpad, on a des trucs qu'on n'a pas sur notre smartphone. Donc il faut aussi intégrer, je dirais, ces éléments-là, ce clavier, ces choses externes. Mais on sent qu'il y a ce rapprochement pour que les codes et les usages soient les mêmes. C'est-à-dire que tous les réflexes qu'on prend par l'usage de son smartphone, et maintenant on peut le mesurer avec cette version iOS 12, son addiction à son iPhone. On va y revenir. C'est tous des codes qui nous reprogramment et qui, on attend la même chose quand on passe sur l'univers Mac. Donc en fait, c'est bien ça qu'ils sont en train de préparer. Et ça, pour ça, il faut avoir un socle hyper solide. Quand on est un industriel comme Apple et qu'on tape sur des centaines de millions d'utilisateurs, à un moment donné, il faut dire, OK, je fais un petit peu une pause sur les innos pour pouvoir me dire, je solidifie ma structure. Ce qui va être une plateforme pour pouvoir innover encore plus. Donc ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle à mon sens. C'est aussi un signal. Alors, je ne sais pas si ça rend audible, je dirais, par le grand public, qui attend toujours peut-être le dernier truc qui fait waouh. Mais pour les développeurs, c'est aussi un gage de, les gars, vous avez une plateforme qui est solide. Enfin, ça, c'est plutôt la très bonne chose. PPC, message aux développeurs, mais peut-être aussi message adressé au grand public par rapport justement à l'obsolescence programmée. On parlait justement qu'Apple conservait une gamme assez ancienne jusqu'à l'iPhone 5S, des machines qui ont plus de 3 ans, 4 ans maintenant aujourd'hui. Est-ce que tu crois que ce soit un message? Oui. C'est très important ce signal-là. Je pense qu'il est très audible aussi par une communauté, notamment peut-être les plus jeunes, pour qui ça représente un gros budget d'avoir finalement un smartphone de très bonne qualité. Et là, finalement, le message, c'est de dire, les gars, l'investissement que vous faites, il va durer longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas bon à jeter au bout de 18 mois ou 2 ans. Au contraire, c'est un peu comme vous achetez une très belle marque de chaussures. Voilà, il y a des marques de chaussures qui sont pas chères, puis il y a des marques de chaussures qui sont plus chères. Et en fait, les marques de chaussures généralement qui sont plus chères, on les garde même jetables. Voilà, je sais pas. Donc pour moi, c'est aussi un gage sur la pérennité de l'investissement. Ce qui fait que c'est revendable aussi. C'est-à-dire que le marché derrière, le deuxième marché, prend aussi de la valeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est aussi un contre-courant, je trouve, c'est-à-dire le fait que on va un peu dans cette obsolescence programmée où on entend parler partout et ça marche même avec votre frigo. À une obsolescence programmée. Là, Apple envoie un message contraire sur le marché en disant nous, on fait attention et nos clients, on veut leur amener des produits qui durent plus longtemps. Donc ça, c'est aussi une posture très intéressante. Ouais, c'est effectivement intéressant, cette posture. Peut-être juste un mot brièvement avec Thierry sur ce positionnement sur l'obsolescence programmée. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec un tel culte du complot qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux et par ailleurs, et en France en particulier, ce message d'Apple peut être audible aujourd'hui? Oui, parce que d'abord, il n'y a jamais eu d'obsolescence programmée chez Apple. Il y a toujours eu ce besoin d'évoluer. Il y a une plainte en cours, hein. Tu le sais. Maintenant, il y a une plainte en cours. Hein. Maintenant, j'ai quand même un regret, quand même, c'est à vouloir faire durer d'anciennes plateformes, on est amené quand même à ralentir les innovations, notamment sur les nouvelles plateformes. Donc, ce qu'on a pu constater en ralentissement sur iOS 11 était essentiellement lié justement aux anciennes et à l'utilisation parfois un petit peu audacieuse de ce nouveau processeur et de cette nouvelle brique d'IA qui est embarquée sur l'iOS 10. Donc, est-ce que Apple doit attendre effectivement un renouvellement de ces plateformes pour arriver de nouveau à introduire des innovations pour nous surprendre un peu plus que ce qu'on l'a été pendant la dernière WWDC? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Donc une attitude un peu plus virtueuse de la part d'Apple, en tout cas en matière d'obsolescence programmée, c'est en tout cas le message que veut communiquer Apple. Autre message que veut communiquer Apple avec iOS 12, c'est favoriser l'émergence d'un bien-être numérique. C'est devenu un paradoxe chez tous les grands de la tech, les GAFA en général. La préoccupation, on l'a vu il y a quelques semaines lors de Google I.O. notamment, que le bien-être numérique, le côté addictif de nos téléphones et qu'il fallait s'en préserver. On l'a déjà dit la semaine dernière
On vous l'a présenté cette fonction tant devant l'écran, hein, désormais intégrée à iOS 10. Alors comment ça marche? C'est très simple, la démo, regardez. Il suffit de vous rendre dans les réglages d'iOS 12 et de sélectionner temps devant écran. Et au bout de quelques secondes, il affiche votre consommation numérique en heures et par type d'usage, lecture, réseaux sociaux et j'en passe. Là, vous permet également de prendre conscience de votre surconsommation, mais aussi d'agir en conséquence pour la réduire. Voilà, c'est assez précis. Alors, pour aller plus loin, bien sûr, et vous aider à justement donc à la réduire, il y a la fonction downtime qui vous permet de définir une plage horaire durant laquelle vos apps vont refuser de s'ouvrir tout simplement. Ah, bien sûr, il est pas bien sûr possible d'aller au-delà, mais enfin, c'est assez, c'est assez facile comme fonction, Didier. C'est assez bof même cette fonction-là. Oui, bon, on en parlait un peu la semaine dernière. C'est vrai que c'est un petit peu de la com, tout ça. Disons que c'est assez amusant quand tu prends un petit peu de hauteur comme ça et tu vois quels sont les dadas de Tim Cook depuis qu'il est CEO. Et c'est vrai que quand tu regardes un peu ses domaines de prédilection, c'est l'environnement, c'est tout ce qui est effectivement le forme, la santé. Il y a même l'application là, de yoga donc, qui arrive avec iOS 12. On l'attend. Et voilà, tout ça s'inscrit en fait là-dedans. On essaye d'avoir une belle image d'Apple qui effectivement fait beaucoup de choses pour ta santé, pour ton environnement. Donc maintenant, voilà, ils ont les outils pour proposer ça. Est-ce que les gens vont vraiment les utiliser? Je pense qu'il y a quand même une certaine prise de conscience aussi de se dire, bah voilà, tiens, qu'est-ce que font par exemple mes enfants sur leur téléphone? Qu'est-ce que moi j'utilise sur le téléphone? Et puis une petite fonction aussi pour le SAV, pour montrer aussi aux gens, bah voilà, tiens, regarde, parce que c'est lié à la batterie, hein, on en reparlera après, mais il y a vraiment l'usage qui est fait de l'utilisateur et quelle partie des ressources en fait il va dédier vraiment dans sa journée. Donc voilà, c'est un petit peu un ensemble et voilà, ça fait joli sur le package, moi je trouve. Ouais. Autre fonction, moi j'ai trouvé plus intéressante, c'est la fonction limite d'app, toujours liée autour de ces problématiques de consommation. Il est possible de fixer des limites de temps par famille d'applications, comme pour les jeux. Ici, par exemple, on peut bloquer l'usage déjà après 1 heure de jeux endiablés, hein, et elles vont se bloquer toutes seules. Hein, c'est assez pratique pour les enfants. Et toujours pour les enfants, notamment, la fonction Content and Privacy Restriction, donc elle est toujours en anglais parce que c'est une bêta, qui vous permet de définir les types de contenus qui pourront être consultés sur l'iPhone. Et puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, puisque je partage, j'ai un partage familial avec ma fille notamment. Donc si vous avez des enfants et que vous disposez de cette fonction, la possibilité de définir tout cela à distance, sans utiliser l'iPhone de votre gamin, de votre fille ou de petit garçon, et surtout surveiller le temps passé devant l'écran. Donc c'est vraiment pas mal. Et je pense que j'en connais une qui risque d'avoir des surprises quand elle va passer à iOS 12. Un petit mot peut-être avec PPC. Est-ce que tu crois, parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais tu n'étais pas là, que, encore une fois, c'est un coup médiatique assez opportuniste, ce genre de présentation, hein, ce qui n'est pas très compliqué à faire, mais c'est vrai que c'est un algorithme, ou au contraire, que ça pourrait être véritablement un argument de vente pour Apple dans le futur. Brièvement, PPC. Moi, je pense que ça peut devenir un argument de vente. C'est-à-dire que ça concourt, le fait de donner de la data, de permettre aux utilisateurs d'avoir face à eux des éléments de mesure. On l'a vu avec la santé, hein, ça fonctionne vraiment très bien. C'est un peu une sorte de self-care. C'est-à-dire, je te donne des outils qui vont te permettre de moduler finalement ton usage de ton téléphone. Donc ça favorise un peu ce qu'on pourrait appeler un peu la santé mentale entre guillemets, puisqu'on parcourt tous et vous pouvez le tester avec iOS 12. On est très très fréquemment sur notre téléphone avec une. On se fait peur, hein, même. Ce côté qui va nous permettre de nous mesurer, et donc quand on mesure, on peut contrôler et donc on peut améliorer. Ça, pour moi, ça devient finalement un argument de vente. C'est aussi le fait que avec nos produits, on va vous donner les moyens de vivre mieux. Donc, est-ce que je serai moins fatigué parce que j'aurai moins de notifications, parce que je vais pouvoir les gérer, parce que finalement, la technologie qu'on met à ma portée me permet de mieux maîtriser mon téléphone. Et donc, c'est toujours dans cette logique où la technologie doit amener un service qui, finalement, évite de se poser trop de questions, de faire trop d'étapes. Voilà, c'est très dans la logique Apple, hein, finalement. On utilise la techno pour enlever de la friction vis-à-vis de l'utilisateur. Après, sur la gestion du partage familial, je pense que ça n'empêchera pas que tu aies une saine discussion avec ta fille sur un certain nombre de sujets. On l'a vu, hein, quand les fonctionnalités permettaient de gérer des accès au Wi-Fi en fonction d'un certain nombre d'horaires, ça n'empêche quand même pas la conversation entre un parent et ses enfants sur ces sujets-là. Tu as bien raison. De toute façon, ils vont trouver des moyens de contourner, t'inquiète pas. Tu crois? Bon. Stéphane en plateau, pardon.
Oui, dans la continuité de ce qu'il dit, c'est vrai que on est dans une période où il y a des choses qui sont apparues avec ces appareils. Il y avait un sondage qui disait ceux qui oubliaient leur téléphone chez eux faisaient demi-tour pour le récupérer, c'est 70%. Et ceux qui ne le récupéraient pas, ils étaient 19%, ils se sentaient mal toute la journée. Donc il y a un nouveau sentiment de nomophobie, no mobile phobia qui s'est développé. Et comme le disait Pierre-Philippe, c'est vrai que là, on aura quelque chose. On a aussi d'autres sondages qui disaient qu'on regardait notre smartphone 150 fois par jour. Donc ça a attiré tous les marketeurs qui disaient ah tiens super, c'est ça qu'il faut viser, c'est ça qu'il faut viser. Peut-être qu'en voyant ça, on dit ah tiens j'ai passé, il y aura une auto-prise de conscience de nos abus. Et peut-être que cette nomophobie va disparaître, que peut-être les statistiques vont baisser. Et peut-être que les marketeurs vont réfléchir un peu plus pour pouvoir encore nous attirer et pas seulement penser qu'on est des gens captifs derrière nos écrans, quels qu'ils soient. Oui, c'est clair. Justement, autre fonction qui permettra peut-être de nous réveiller et nous dire « Allez Coco, tu passes trop de temps sur ton iPhone ». Vous savez, il y a un assistant vocal, il paraît, dans l'iPhone, ça s'appelle Siri. Et on va voir si c'est si ridicule sur iOS 12. Ça, c'est pas mal. Bah oui. iOS 12, Siri prend un raccourci. On attendait plus d'intelligence du côté de Siri et qu'Apple réponde sur le terrain de Google. C'est pas vraiment le cas, Thierry, on l'a vu. Apple préfère ouvrir Siri à toutes les applications pour les piloter à la voix en introduisant la fonction Shortcuts, alias raccourci. Qu'est-ce que tu en as pensé avant de passer la démo ? C'est un petit peu décevant parce qu'on a l'impression que c'est effectivement à l'arrêt complet. Alors, cette capacité qu'on a aujourd'hui de faire comprendre tout un ensemble de séquences à Siri pour les redéclencher ultérieurement, c'est assez sympa. Ça rappelle un petit peu ce qui existe aujourd'hui chez Amazon, du côté d'Alexa. Oui, l'ouverture ou même Google. Avec cette capacité de pouvoir scripter tout un ensemble de séquences pour allumer la lumière, je sais pas, ouvrir une porte, lancer la radio. Enfin, on peut imaginer tout un ensemble de scénarios en arrivant dans sa voiture, en arrivant chez soi, en arrivant au travail. Donc, c'est pas bête dans l'idée, mais ça montre quand même une espèce de coup d'arrêt dans la capacité aujourd'hui d'Apple de pouvoir aller un peu plus loin et un peu plus de l'avant dans les fonctionnalités, notamment que démontre aujourd'hui Google avec une certaine forme de brio et d'élégance. Alors, brièvement, avant de revenir, on va continuer à débattre sur ce sujet et la capacité d'Apple de rattraper Google, mais regardez comment ça marche raccourci dans iOS 12. On nous a fait une petite vidéo. En attendant l'automne prochain, notamment avec les développeurs intègrent Siri à leurs apps, aujourd'hui ce n'est pas encore le cas, et il est déjà possible de paramétrer soi-même Siri et de définir ses raccourcis. Il suffit de vous rendre dans Réglages, de sélectionner Siri et Recherche et par exemple définir un raccourci vocal pour se rendre sur son site favori, comme exemple on refait le Mac. Et si on dit on refait le Mac, comme c'est le cas dans cette petite vidéo, on l'a un petit peu triché, on l'a préparé à l'avance, eh bien ça lance automatiquement la consultation du site. Donc c'est assez sympa. Et puis on devrait voir apparaître un peu plus tard, Didier, peut-être dans une prochaine bêta d'ici le mois de juillet, l'arrivée de l'app raccourci qui va être aussi un élément, un rouage indispensable à cet environnement. Oui, alors maintenant, quand ils donnent des dates, on ne sait pas si ce sera iOS 12 ou 13, parce que vu les retards en ce moment. Tu peux nous parler un petit peu de l'app raccourci, sa philosophie, elle est issue d'un rachat, je crois, d'une société qui s'appelait Workflow, c'est ça ? Exactement. En fait, pour faire un parallèle, c'est un peu Automator sur iOS, c'est-à-dire que dans les applications, il y a ce qu'on appelle des actions qu'on va pouvoir donc appeler depuis, là c'est effectivement avec Siri ou avec ce futur programme donc d'édition de script, et ça permet d'enchaîner des actions. Par exemple, si tu appelles toujours telle personne, on peut définir un mot-clé pour directement lui envoyer un message précis, par exemple, ou par exemple pour programmer un mémo. Enfin, le truc, c'est qu'il faudra quand même que les applications prennent en charge ces actions. Donc pour l'instant, ça marche qu'avec un certain nombre d'applications, c'est relativement limité. Moi, je trouve qu'au-delà de ça, c'est vrai que on en parlait un petit peu au début, mais ça donne quand même du grain à moudre à ceux qui utilisent Siri en attendant vraiment une version élaborée de l'assistant, puisqu'en fait, tous ces trucs, on les connaît déjà avec Google, avec IFTTT et tout. Enfin, vraiment, moi, j'étais très, très déçu de voir ça, parce que un peu bricolage, les gens vont s'amuser à faire ça. Oui, mais même Automator, c'est un marché d'ultra niche, en fait.
Donc c'est pas du tout quelque chose de vraiment très grand public. Ceux qui veulent le faire aujourd'hui, ils trouvaient déjà des solutions pour faire ça. Et je trouve que vraiment ce qu'on attendait de Siri aujourd'hui, c'était qu'il réponde vraiment à nos questions. Et là, tu vois, il y a le HomePod qui sort lundi. Enfin, il y a Amazon là qui sort cette semaine, mais tu trouves pas d'argument en fait en faveur de Siri en ce moment. Hein. On peut plus le défendre. Non, on cherche, on a beau chercher, on n'a pas trouvé. Thierry en plateau. Désolé Stéphane. Stéphane en plateau, j'ai du mal cette semaine. Non, parce que Tu te reconnais pas? voilà, jeune. Je reviendrai en cravate la prochaine fois. Non, c'est très bien comme ça. En fait, Didier, mes enfants, ils me surprennent. Ils ne consomment maintenant, ils ne consomment et ne consultent qu'avec des commandes vocales. Avec Siri, ils y arrivent? Ils y arrivent. En tout cas, ils le font. En tout cas, entre Google et Siri, ils le font invariablement ou Alexa. En fait, je me demande si c'est pas plutôt les millennials, c'est-à-dire ceux qui seront actifs dans 2025. Je crois que ce sera 70% de la population active seront nés aux alentours des débuts des années 2000. Et peut-être. Ils ne jurent que par la voix. Ils ne jurent que par la voix. C'est-à-dire n'importe quelle recherche Google, au lieu de taper, ils disent machin, etc. Même moi, je les regarde, ils sont à côté de moi à 1 mètre, je les regarde comme des extraterrestres. Peut-être qu'on est trop vieux, quoi, tout simplement, et c'est pour eux que c'est fait ce truc-là, et pour eux, ça sera totalement naturel. Peut-être. PPC, là, on voit quand même, sur ce point, un vrai retard d'Apple par rapport à la capacité de Google à engranger énormément de données. Hein. C'est pourquoi ils utilisent la voix. Parce qu'on ne fait pas de faute d'orthographe. Oui, c'est pas le cas de mon déroulé là. Je suis en train de relire mon script et je me fais peur, mais c'est pas grave. C'est ça non, parce qu'elle fait pas de faute d'orthographe. Mais là, on voit véritablement un terrain où Apple a du mal à rattraper Google parce qu'il a un écosystème qui était fermé, donc il s'ouvre. On le voit, il s'ouvre aux applications. C'était ils se comptaient sur le doigt d'une main les applications qui étaient ouvertes à Siri, hein, notamment. Il y avait Uber, il y avait Shazam, et encore. Voilà, c'était à peu près tout. Donc ça, c'était un passage indispensable, mais on sait qu'on a besoin peut-être que Apple implémente Siri partout et peut-être le licencie à d'autres marques. On parle, il y a de l'HomePod, s'il faut dépenser 350 €, 400 € pour avoir HomePod, avoir Siri pour toute la famille, c'est quand même chèrement payé par rapport à un Google Home Mini notamment. Moi, je pense qu'en fait, quand tu construis des applicatifs qui utilisent la voix, en fait, tu as un premier sujet, c'est de construire le parcours utilisateur. Et finalement, et après, te dire sur quel type de plateforme je le distribue. Donc, les gens qui vont travailler ces parcours clients, ces parcours utilisateurs, c'est à peu près le même parcours après. Donc, le plus difficile, c'est de faire un parcours qui amène de la valeur. Et après, tu le distribues sur les différentes plateformes. Donc, si tu places du côté du fabricant, oui, il y a un sujet. Si tu places du côté des gens qui vont fabriquer les parcours, en fait, ils sont sur plusieurs types d'OS en fait vocaux pour nous amener des valeurs. Je pense que le sujet, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé des parcours qui amènent une vraie valeur ajoutée avec la voix. Je ne sais pas si vous avez vu des choses, mais pour l'instant, sur les marques ou les entreprises, il n'y a pas de truc qui dit waouh, ça change toute la vie, quoi. Il y a des nouveautés cette semaine. On voit les accords entre Google et Carrefour, par exemple. Mais finalement, Siri, est-ce que Siri va sortir des choses avec certaines marques? Je ne sais pas. Alors regarde. C'est plutôt en transversal, quoi. Ouais. Alors déjà, tu peux faire des petites choses amusantes. Si on peut faire un plan un peu plus large sur moi pour faire. Quoi que je vais le mettre comme ça, voilà. Regarde, c'est révolutionnaire ce que peut faire maintenant Siri dans iOS 12. Sur iOS 12, je vais ralentir le débit. On peut lui demander 10 Siri, allume la torche. Et voilà, je viens d'activer. Indispensable. Activer torche, mais bon, on va l'éteindre. Siri, activer torche. Voilà, et voilà, ça marche pour toi aussi. Autre fonction un peu cachée et assez sympa, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, PPC ou Didier, c'est la fonction localiser mon iPhone. Regardez, si vous êtes à la maison et que vous cherchez votre iPhone et que vous n'avez pas d'HomePod, vous pouvez le faire sonner à distance. Dis Siri, on va l'aider un peu. Dis Siri, localise mon iPhone 10. Quelques difficultés actuellement. Vous pouvez savoir où se trouvent tous vos appareils grâce à l'app localisée. Voilà, donc c'est encore une bêta, mais tout à l'heure, lorsqu'on a fait le test, ça a marché. Donc il se met à sonner et vous pouvez le trouver sous des coussins ou sous un oreiller, ce qui est assez pratique. Voilà, il s'ouvre doucement, mais sûrement, mais ça reste encore assez timide. Après Siri, on parlera juste après les questions Twitter et le busomètre. C'est vraiment un gros plan sur les nouvelles apps, et puis on va s'intéresser également
à tous les manques parce qu'ils sont quand même assez nombreux dans iOS 12. Mais avant, on passe aux questions Twitter. Les questions Twitter que vous nous avez posées cette semaine avec Stéphane. Oui, Olivier, la première question de Stéphane Dalem, alias Dalem_S sur Twitter. Il dit sur iOS 12 et sur macOS Mojave, c'était vraiment pas mal, mais une keynote beaucoup trop longue. Quant à ceux qui attendaient des annonces hardware, tant pis pour eux, mais c'était pas le moment pour ça. Alors, effectivement, lors des conférences développeurs, c'est pas forcément une conférence qui est réservée à du hardware, mais on a bien compris que c'était pas une conférence développeur, c'est une conférence qui s'adresse à du grand public. Et quand vous êtes une marque comme Apple qui n'a pas sorti de nouveaux produits quasiment depuis 9 mois, vous pouvez attendre à ce qu'il y ait une sortie matérielle. Donc certes, c'était pas une conférence, une keynote ordinaire. L'année dernière, il y a eu 5 ou 6 annonces matérielles quand même. Ils auraient pu présenter une petite mise à jour du MacBook Pro en greffant une puce Intel, ça c'est pas grand-chose. Le Mac Mini, il n'a pas été mis à jour depuis plus de 4 ou 5 ans. L'iMac, j'en parle, ça fait 1 an. Le Mac Pro, j'en parle même pas. Hein. On aurait pu avoir... Voilà, donc Apple garde des cartouches pour plus tard, mais c'est un peu dommage, encore une fois. Mais la raison, on la connaîtra certainement plus tard, ça va fuiter. Pourquoi Apple n'a pas présenté de nouveautés matérielles? On aura la réponse, je pense, dans les mois qui viennent. Autre question. Alors, Olivier, la seconde question de Christophe Aigron, alias C. Aigron. C'est temps d'écran qui m'intrigue le plus. Pourquoi chercher à tempérer notre consommation d'applications en temps passé, j'entends? Les développeurs vont-ils apprécier cela? C'est vrai qu'on n'a pas abordé ça tout à l'heure, mais ils vont pas apprécier ça, les développeurs, mais ça fait partie, ça va dans le sens de l'histoire. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on devra se creuser un peu plus la tête pour intéresser les gens et pour apporter plus de choses qui peuvent être utiles au quotidien, tout simplement. C'est pas tellement les développeurs qui risquent d'avoir peur, hein, c'est plutôt les marketeurs ceux qui font de la publicité qui veulent vraiment nous picouser, mais c'est pas vraiment le cas. Mais c'est vachement bien, ça, en fait. C'est vachement bien. C'est une super nouvelle. PPC. C'est une super nouvelle. Pierre s'arracher pour amener plus de qualité. Donc ça va dans le bon sens. Donc au contraire, ce genre de choses font que on va pas s'arrêter en bon chemin et de se dire on se satisfait de ce qui est là. Mais au contraire, ça veut dire qu'on va avoir aussi des outils et j'espère qu'on aura aussi tous ces éléments, alors peut-être très anonymisés pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui prend du temps. C'est un peu le temps utile, sans parler de notre temps de cerveau disponible. C'est un truc un peu ancien, mais voilà, mais c'est comment on gagne ce temps. C'est-à-dire que le message qu'il nous donne aussi, Monsieur Le Laisse, si vous nous consommer regardez. un peu moins, commencer un peu plus utile. Et donc, du côté de ceux qui font les apps, ça va les amener à réfléchir et se dire comment finalement je peux faire gagner du temps. Il y a pas mal de temps inutile, et si on se sert de la techno une nouvelle fois pour faire en sorte que ce soit la techno qui fasse un certain nombre de tâches à notre place, finalement, on va ramener du temps utile pour l'utilisateur. Exactement. Donc, on parlait tout à l'heure des shortcuts sur Siri. Bon, c'est pas fabuleux, mais ça va nous faire gagner quelques étapes. Et donc, ces quelques étapes, c'est quelques tapes, c'est quelques mouvements de pouce. Moi, je pense toujours à mon muscle du pouce. Comment ça m'évite un certain nombre de tapes. Et c'est ça le sujet. Gare à la tendinite, PPC. De lui, quoi. Gare à la tendinite. Merci PPC, on passe au busomètre. Le busomètre, le classement des rumeurs qui ont le plus bossé cette semaine avec, bien sûr, Didier de Mac Forever. Et oui, Olivier, alors on commence cette semaine avec le retour de la rumeur de l'iPhone USB-C, alors qui est une rumeur qui vient du site asiatique DigiTimes, donc qui se plante quand même de temps en temps. Donc à la place du Lightning, c'est ça? La rumeur est pas très très claire. Il parle vraiment d'un iPhone USB-C en 2019, mais alors est-ce qu'il parle uniquement de la partie chargeur? Tu sais qu'on en parle même pour cette année, qui pourrait mettre enfin un chargeur USB-C. Donc ce qui permettrait aussi de les connecter directement à ton nouveau MacBook Pro, mais c'est vrai que moi je vois quand même assez mal Apple se passer du Lightning. On est d'accord. Je crois que tu as mis 2 étoiles, moi j'aurais mis 0 étoile, mais bon, passons. C'est jamais. Deuxième rumeur. Alors ça c'est rigolo parce que tu sais on parle de l'iPhone SE2 depuis quelques mois déjà, et en Corée il y a un opérateur qui a carrément lancé une pub comme s'il allait sortir bientôt. Et les opérateurs, comme tu le sais, ils ont quand même des indiscrétions sur les sorties de téléphone. Donc, est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est une rumeur qu'ils ont vue et puis ils ont un petit peu anticipé un délire, quoi? Ou est-ce que vraiment ils ont des infos là-dessus? Mais c'est vrai qu'on n'en a pas eu de nouvelles à la WWDC. Puis après, les iPhones arrivent quand même à la rentrée. Donc, est-ce qu'ils vont sortir quelque chose cet été? Ça me paraît quand même bizarre. Ouais, moi, j'ai eu quelques infos pour info, d'ailleurs, d'un personne qui est assez bien introduite en Chine et du côté des fournisseurs d'Apple, qui m'expliquait que l'iPhone SE2 devait sortir pour la WWDC. C'était vraiment dans les intentions d'Apple. Après, il faut mettre toujours des guillemets et presque mettre tout cela au conditionnel, mais c'était vraiment dans les plans d'Apple et que ce plan a été retardé en raison de l'écran. Il y aurait bien une encoche sur l'écran de l'iPhone SE2.
Et l'encoche poserait problème en termes... Elle n'est pas assez hermétique. En clair, elle laisse passer de la lumière. Et le niveau de qualité ne satisfait pas Apple. Et c'est pour cela que le report de la production a été ordonné le temps que la production se lisse et permette d'avoir un niveau de qualité suffisant à Apple. Il semblerait que ce problème se produise également sur le futur iPhone LCD grand format dont tu vas nous parler dans la troisième rumeur, je crois, Didier. Habile transition, Olivier, Bah ouais. puisqu'effectivement, donc il y a a priori 3 modèles d'iPhone, alors peut-être 4 qui vont sortir à la rentrée, donc 2 en OLED, un iPhone 10 et un iPhone 10 Plus, et donc un modèle LCD entre guillemets d'entrée de gamme, et ce dernier ne pourra avoir qu'un seul capteur photo, ce qui serait quand même dommage si ça se Ouais. confirme. Ça voudrait dire pas de mode portrait, ça voudrait dire voilà, la réalité augmentée un petit peu moins efficace, etc. Donc bon, j'espère qu'on se trompe. Quatrième rumeur. Alors ça, c'est une rumeur qui touche l'Apple Watch, puisque bon, l'Apple Watch, tu as vu, c'était un peu le parent pauvre à la WWDC, ils n'ont pas eu quand même des grosses nouveautés. Et c'est vrai que là, on attend une prochaine version. Alors il paraît que l'écran sera un petit peu plus grand, on avait déjà parlé dans les précédentes rumeurs. Chouette. Et là, maintenant, la rumeur de cette semaine évoque des boutons haptiques, donc tu n'aurais plus de boutons en fait physiques sur la montre, ce qui permettrait d'améliorer notamment l'étanchéité, et ce qui permettrait aussi de rajouter des capteurs dedans, par exemple pour les capteurs cardiaques, il paraît que si tu as en plus un capteur au niveau de la main, ça améliore les mesures. Plus finement. Et dernière rumeur autour de, comme chaque semaine, autour du successeur de l'iPhone 10. Oui, alors ça, c'est un site américain qui s'appelle BGR et puis qui a vu dans ses logs un iPhone 10 Plus. Donc, en fait, ils l'ont déduit avec les logs d'iOS 12 et surtout avec la résolution de l'écran qui serait donc en 414 par 896 points. Hein, c'est pas la résolution Ouais. vraiment de la dalle, mais ça correspondrait en fait à un iPhone 8 Plus allongé. Donc c'est bien ce que prévoient les rumeurs en fait de ces derniers mois. Donc voilà, il pourrait vraiment reprendre les dimensions de l'iPhone 8 Plus. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. Merci Didier. Bon, ça va s'exciter encore de tout l'été, je pense, autour de l'iPhone. On va avoir des vertes et des pas mûres, croyez-moi, avant la sortie des prochains iPhones, j'espère. En septembre, si tout va bien. Allez, place à nouveau à iOS 12. On va s'intéresser aux nouvelles apps qui sont apparues avec le dernier système d'exploitation de l'iPhone. Gros plan sur les nouvelles apps dans iOS 12. On va commencer par l'app Bourse, Didier, qui est plus flatteuse. C'est assez réussi graphiquement, ça faisait quelques années qu'on l'attendait. C'est assez sympa, regardez les valeurs qui défilent sur la partie supérieure. Vous cliquez, vous tapez, ça affiche la valeur. Vous pouvez afficher un graphe en fonction de la période, consulter les articles de presse. Voilà, c'est assez réussi. Bon, enfin, c'est pas non plus très compliqué, hein, Didier. Non, c'est des applis ultra simples là qu'ils ont mis à jour. L'appli Bourse, je crois qu'elle est un petit peu plus grosse aussi, hein, on voit un petit peu mieux les chiffres. Ouais. En fait, moi je trouve qu'ils ont amélioré globalement l'ergonomie générale, surtout sur ces petites applis où tu te balades vite fait dedans puis tu la fermes aussitôt. Je sais plus qui c'est qui me disait autour de moi qu'il la consultait vraiment régulièrement et qui était assez déçu, notamment sur l'iPad, parce qu'apparemment il y a un petit peu moins d'infos. Que voilà, ils ont enlevé des choses. Plus jolie également, c'est la nouvelle app Dictaphone. C'était pas difficile de faire plus jolie. Elle arrive aussi sur l'iPad. C'est un événement, il n'y en avait pas. Moi, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est simplement la possibilité de synchroniser automatiquement ces mémos vocaux avec iCloud, son compte iCloud. Quand je fais des interviews, j'utilise beaucoup mon iPhone. Et auparavant, il fallait s'envoyer des mails ou il fallait synchroniser avec iTunes. C'était pas très pratique. Et ça, je trouve que c'est plutôt une belle avancée. Et puis, bien sûr, le clou du spectacle en matière d'application, c'est la nouvelle app Mesure en français. Regardez la démo, donc c'est assez réussi. C'est une première matérialisation concrète de ce que pourrait servir la réalité augmentée au quotidien. Allez, brièvement, pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, PPC et Thierry, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'imagine que vous avez joué avec. On va commencer avec PPC. Moi, j'ai joué avec Mesure. Effectivement, ça marche plutôt pas mal. Il faut pas hésiter à tourner autour pour rectifier un peu le tir. C'est pas tout à fait parfait, c'est pas tout à fait précis. Je crois que vous en parliez la semaine dernière. Hein. Faut pas s'en servir pour monter sa maison en Ikea. Non. Il faut y avoir des surprises, mais c'est déjà pas mal et ça permet d'avoir un aperçu assez global. Voilà, bon, je pense que c'est vraiment à titre de démo. Moi, j'attends et bon avec impatience ce qu'on a pu voir lors du keynote de Lego avec ARKit 2. Hein, donc voilà, et j'espère que les marques, les développeurs vont s'emparer aussi de ces outils pour amener des fonctionnalités à valeur ajoutée pour les utilisateurs. Voilà, ça ouvre des champs des possibles. On est sur un keynote de développeurs. Donc maintenant, il y a l'été et il faut que pendant l'été, les gens bossent puisque ça arrivera effectivement sur les écrans d'à peu près tout le monde courant septembre, on va dire, ou à l'automne, comme on dit publiquement, sans avoir la date.
Thierry, de ton côté, mais avant que tu nous dises un petit mot, peut-être un mot avec Stéphane, mais vraiment brièvement, Stéphane, parce qu'on est en retard. Très court, Olivier, oui, comme disait Pierre-Philippe, Apple n'a pas fait peut-être cet effort donc de créer une appli pour montrer l'importance de la réalité augmentée, avec 3D Touch par exemple. On n'a pas vraiment, donc les développeurs n'ont pas suivi, les fonctionnalités n'ont pas suivi, finalement c'est peu utilisé alors qu'il y a sûrement des fans qui aiment bien ça, cette fonctionnalité. Alors qu'ils avaient fait le nécessaire sur l'écran et tout. Donc là, je pense qu'ils ont essayé de marquer le coup. Vulgariser les usages. Et donc après, derrière, c'est là encore un problème de marketeur et de concepteur d'appli. Mais il est nécessaire de se creuser les méninges et de développer des fonctionnalités, voilà. Thierry, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé? On l'a vu lorsqu'on préparait la keynote ensemble, on commentait, du moins on essayait de commenter la keynote ensemble l'autre jour, qu'il y avait effectivement plus de réalité augmentée dans iOS 12. Ils allaient même jusqu'à proposer un format de fichier spécialement conçu pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La question, c'est pourquoi faire concrètement? Et pour l'instant, on a du mal à matérialiser, à part les jeux comme Lego par exemple, Thierry. De toute façon, ça, c'est une excellente initiative que de vouloir, d'une part, normaliser des fichiers de réalité augmentée, et puis d'autre part, de pousser à ce qu'on développe à de nouveaux usages. Parce que c'est vrai qu'on peut être assez surpris de ce que peut apporter ce regard augmenté au travers d'un iPhone. Maintenant, il va falloir effectivement qu'on trouve réellement des usages et pour rebondir aussi sur un peu les applications qu'ils ont essayé de bricoler, quand on regarde l'enregistreur numérique, il y avait déjà des applications qui proposaient la même chose, notamment pour synchroniser dans le cloud, en passant par exemple entre le Mac et un iPhone, c'est ce que j'utilise depuis des années. Moi, j'aurais préféré des choses plus spectaculaires comme, par exemple, des transcripts automatiques. C'est des trucs de feignants, j'aurais adoré. Reconnaissance vocale, à la nuance, par exemple, un Dragon, par exemple. Oui, mais y compris avec 2 locuteurs, ce qu'on n'arrive pas à trouver ce que tu as dans iOS en standard, mais qui n'est pas forcément connecté avec l'application. C'est vrai que tu n'y avais pas pensé, c'est une bonne remarque. En tout cas, tu le disais, ils vont travailler tout l'été pour développer des usages et des développeurs autour de la réalité augmentée. Ça a déjà commencé en quelques jours seulement. Regardez cette démo assez étonnante réalisée par Matt Moss, publiée sur son compte Twitter. Il a développé un système de contrôle de l'iPhone 10 avec les yeux, tout simplement. Ça, tout cela grâce à AirKit 2.0. Il est ainsi possible de piloter son iPhone du regard en visant sur une zone de l'écran et on valide en clignant les yeux. Bon, bien sûr, là, c'est vraiment une application qui pourrait être très utile aux personnes handicapées notamment, mais on voit que dans le quotidien, notamment au volant, par exemple, ça pourrait être sur les systèmes de tête haute, de contrôle des voitures, une solution pour continuer à regarder la route et en même temps pouvoir sélectionner des choses dans un GPS, par exemple. Donc c'est sûr que là, c'est une application concrète et qui va probablement être qui peut être standardisée comme certains gestes qu'aujourd'hui on n'y pense plus, mais je me souviens toujours de cette première appli qui a été rachetée par Twitter qui s'appelait Tweety, qui était ce geste où on baissait l'écran, on faisait ce geste-là de haut en bas, oui, pour rafraîchir l'écran. Tout simplement. Et donc en gros, quand on arrive à trouver grâce un geste universel finalement que tout le monde a utilisé. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va pouvoir aller vers ce type de choses. Nos mouvements sont importants. Donc, et ça veut dire, excuse-moi Olivier, c'est que aujourd'hui on l'avait déjà, et à l'époque Pierre-Philippe elle avait un peu découvert à travers une agence de design dont j'avais ouvert les bureaux à Paris, où on avait 3 types de designers. Les visual designers, donc s'occupaient tous avec des barbes et des directeurs artistiques, tout ce qui est l'équivalent du directeur artistique. L'interaction designer, qui permettait donc de gérer tout ce qui était interaction, liens, etc. et parcours utilisateur. Et le kinetic designer, qui s'occupait des mouvements. D'accord. Et aujourd'hui, les gens, maintenant, il faudra s'occuper à nouveau des mouvements et je pense qu'ils peuvent avoir un certain impact. Oui, le design, c'est l'interface. Le design, c'est pas seulement pour les yeux, c'est d'abord pour le cerveau, je le répète souvent. Allez, avec transition. Tu as bien raison. Moi, quand j'ai vu la vidéo d'Atmos, en fait, j'ai pensé même qu'il avait découvert, planqué dans iOS 12, une fonctionnalité d'accessibilité posée par... Je sais que non, mais je pensais que c'était presque une fonctionnalité d'accessibilité qui aurait dû être proposée de standard. Mais elle va se standardiser, c'est évident. Voilà. C'est évident. Et puis, je suis vraiment très curieux de voir ça.
Notamment, ça améliore l'ergonomie. Habile transition, c'est l'objet du prochain chapitre. L'ergonomie améliorée, c'est une tendance forte dans iOS 12. Le premier élément de l'amélioration de l'ergonomie sur iOS 12, c'est bien sûr les notifications groupées qui vous permet d'un coup d'œil de voir l'ensemble des notifications en faisant un appui long sur une notification, notamment dans l'application Mac Forever. Il y a beaucoup de notifications dans la même journée. Hein. Tu abuses un peu en ce moment, Didier. Qu'est-ce que tu en as pensé? On peut effectivement les effacer, se rappeler plus tard. Tu peux nous résumer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, bon, au lieu de l'ordre chronologique, Apple a regroupé simplement les notifications par application. Ça te permet de les grouper et de les dégrouper. Alors, ce qui est rigolo, c'est que visuellement, c'est très bien. Je trouve que c'est beaucoup plus organisé quand tu regardes ton écran. Par contre, moi, je me suis aperçu que je les ai désactivés, justement parce que je perdais cet ordre chronologique et parce que je trouve qu'aussi, au niveau ergonomique, c'est pas si simple de les déplier sans en cliquer sur une. Enfin, je trouve qu'il y a encore un petit peu d'ajustement à faire pour que ce soit vraiment utilisable. Et puis, Je sais pas, toi. Oui. Toi, tu les laisses grouper là, tu trouves ça? Je les laisse grouper, moi j'aime bien parce que je suis abonné. Enfin, moi j'ai activé les notifications et j'ai beaucoup d'applications sur mon iPhone, donc oui, j'aime bien. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la petite croix en haut à droite, regardez, qui permet de les distribuer en silence pour que effectivement on ne soit pas dérangé au moment où ça arrive, ou tout simplement les activer provisoirement. Ça, c'est plutôt bien vu. Et on va accéder directement au réglage plus poussé. On parlait justement de ne pas être dérangé. Le mode de ne pas déranger évolue aussi. Il est beaucoup plus souple. Il s'active automatiquement lorsque tout simplement vous dormez. On aurait pu imaginer retourner son iPhone et le poser sur la table, comme ça existe par exemple dans un certain univers Android notamment, pour l'activer par défaut, mais peut-être que ça viendra. Ergonomie est améliorée également au niveau du mode multitâche. On en a déjà parlé dans cette émission. Tout se fait désormais d'un geste. J'ai trouvé vraiment ça très très sympa. Et enfin, c'est moi ce qui m'énerve le plus au quotidien sur mon iPhone 10, c'est les captures d'écran par accident en saisissant son iPhone. Hein. Vous prenez écran éteint, l'iPhone, il y a toujours la torche. L'écran éteint sur votre iPhone et en le saisissant, souvent on appuie sur les deux boutons sur le côté ici, vous voyez, et ça fait ça. Ça fait une capture d'écran. Maintenant, si l'écran est éteint et que vous appuyez sur les deux boutons simultanément, ça ne déclenche plus de capture d'écran. Donc voilà, une révision ergonomique qui est vraiment importante parce que moi, le nombre de captures d'écran par accident que j'ai dans photo, c'est à peine croyable. Enfin, dernier point ergonomique, moi, que j'aime bien et toujours propre à l'iPhone 10 après les captures d'écran, c'est le rescan de Face ID. Hein. Avant, lorsque Face ID ne marchait pas, on vous imposait le code. Là, vous glissez vers le haut directement et ça redéclenche un système de reconnaissance faciale. C'est plutôt bien vu. Au tiers des améliorations ergonomiques, puisque CarPlay, c'est une avancée ergonomique pour ceux qui conduisent. Tu as pu essayer CarPlay avec iOS 12 dans ta voiture. Toi qui as une voiture équipée en CarPlay, on sait que Waze et Google Maps devraient être compatibles désormais. Il serait temps, ouais. Mais en fait, on peut pas les essayer parce qu'il faut qu'ils mettent à jour l'application. D'accord. Donc, ça risque d'arriver, à mon avis, assez tard, hein, donc peut-être même à la fin de l'année. Mais par contre, c'est quand même une très bonne chose aujourd'hui, puisque je connais plein de gens qui ont CarPlay, mais qui mettent quand même Waze ou Google Maps en plus, donc ils sont obligés d'accrocher leur iPhone, c'est quand même ridicule. Ouais. Et pourquoi Apple n'a pas fait ça avant? En CarPlay, ça date de, je sais plus, 2014. C'est fou qu'ils aient pas libéré ça encore. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, hein, vraiment, c'est fait partie des programmes qui sont les plus utilisés sur la route aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup CarPlay, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas Waze, c'est vraiment pas possible. Et dernier point d'amélioration, c'est pas simplement l'ergonomie, mais c'est aussi, ça y contribue aussi. On a parlé de l'autonomie en début de cette émission qui est sans surprise pas très 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 bonne, mais c'est une bêta. Mais la batterie, dans le menu réglage, ça s'est amélioré également dans iOS 12. Regardez, ça s'inspire un petit peu d'Android, soit dit en passant. Il affiche la liste de la consommation de la batterie des apps par application, affiche des graphiques quotidiens et hebdomadaires, hein, toujours en allant dans réglage batterie. Et puis, vous avez votre graphique quotidien qui montre le niveau de batterie ainsi que la durée d'utilisation. Et puis, vous pouvez voir concrètement à quel moment de la journée vous avez eu tendance à tirer un peu trop sur votre batterie et quelle est l'application qui est à pointer du doigt. Et puis, pour ceux qui ont suivi l'affaire du BatteryGate et qui a débouché sur l'arrivée du menu état de la batterie, à surveiller de près, elle est toujours là, bien sûr. On peut regarder évidemment dans quel état est votre batterie et si elle a aujourd'hui la pleine charge ou non, et s'il faudra peut-être passer par l'Apple Store pour changer de batterie et avoir évidemment pas de perte de performance. On aimerait plutôt avoir, Stéphane, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais impossible de décocher cette fonction et avoir un iPhone qui soit moins d'autonomie mais qui reste performant. Oui, juste entre ça et le screen time, c'est autant d'éléments qui veulent que Apple peut-être veut
nous faire prendre conscience qu'on prend trop de temps sur Facebook et Instagram, quoi. Ouais. Allez, dernier point pour être complet pour iOS 12. On a parlé de manière générale tout ce qui était présent. On va parler maintenant des manques, parce qu'il y en a. Les manques, et premier manque, vraiment déception, Didier, c'est pas d'ouverture au NFC. C'était une rumeur qui avait fait le tour de la toile quelques heures, quelques jours avant la WWDC. On n'a encore rien vu de ce côté-là. Moi, j'aimerais rester optimiste sur la NFC parce que quand même, ils ont fait des partenariats au Japon avec Felica, donc qui utilise la puce NFC en fait. Ils ont fait des partenariats en Angleterre, mais en fait, ça utilise Wallet. Et en fait, il y a eu quand même des conférences à la WWDC qui étaient liées à Core NFC, mais pas dédié vraiment, hein, mais ouais. Exactement, mais ils en parlaient justement à travers Wallet parce que ça reste une espèce de workaround, enfin de moyen de contourner un peu les limitations d'Apple. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à cette annonce du déblocage. Et moi, j'ai discuté avec pas mal de gens de la RATP, de la SNCF et même des gens qui font des applications, donc qui attendaient ça avec impatience. Et là, ils sont bloqués. Ils ont discuté avec Apple et c'était un peu le flou artistique. Moi, je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose qui va peut-être arriver, peut-être dans un deuxième temps. Mais je vois pas comment ils peuvent passer à côté de ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise de la NFC et tu es obligé de communiquer avec la borne. C'est-à-dire que tu es obligé d'écrire sur la puce pour décompter tes billets, etc. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas le faire et c'est un vrai bridage technique. Donc voilà, mais ça va être valable aussi bien pour les transports, aussi bien pour, par exemple, ta serrure, tu t'arrives devant chez toi, etc. Donc il faut pouvoir parler à ces bornes. Et c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Et surtout, ils n'ont pas donné vraiment la raison pour laquelle ils bloquent ça, en fait. Ouais. Mais on sait que, tu l'as dit tout à l'heure au Japon notamment, dans ces cas-là, ils ouvrent on les compte d'une main, les exemples, la puce NFC à certains organismes, mais ils ont fait une demande à Apple, donc il faudrait que la RATP demande à Apple une sorte de certificat NFC spécifique, mais c'est vrai que c'est pas très pratique et ça pourrait pas être Au Japon, c'est même du hardware spécifique. Ouais. Ils utilisent vraiment des puces spéciales. Ils ont quand même fait l'effort de le mettre. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que c'est disponible que depuis l'iPhone 7 de mémoire. Donc oui, non, mais il y a eu un appel du pied. Il y a eu Guillaume Pépi. Oui, bien sûr. Je suis pas sûr que Tim Cook s'intéresse beaucoup à l'actualité de Guillaume Pépi, mais passons. Mais peut-être qu'Apple France fera le relais. Bref, et puis bon, voilà, tout simplement, le MC est en retard, mais ça, la SNCF a assez l'habitude de ce côté-là. C'était facile. Autre retard qu'on a au démarrage, c'est la gestion du multicompte. Elle reste réservée au marché de l'éducation. Bon, on sait que c'est parfois utile, notamment lorsqu'on a plein de comptes iTunes également dans sa famille. Mais bon, passons, on voit qu'il y a des solutions alternatives. On voit que ça marche mieux sur tvOS. Apple pourrait s'en inspirer. Pas de monde sombre, il a été réservé à macOS 10 Mojave. Et puis une dernière rumeur, Didier, on était quasiment sûr qu'elle devait arriver. C'est pas de déverrouillage de Face ID en mode paysage. Encore une fois, pour la voiture, ça aurait été assez pratique si on utilise son téléphone en mode paysage pour le GPS notamment. Et puis patatras, rien du tout. Est-ce que c'est logiciel ou est-ce qu'il n'y a pas une limitation hardware avec le capteur, tu vois, qui peut que te scanner dans un sens ou je me demande si c'est pas lié à ça et si ça ne pourrait pas arriver qu'avec le prochain iPhone finalement. Bon, écoutez, rendez-vous en septembre. On aura l'occasion de revenir dans cette émission sur les avancées d'iOS 12. En attendant, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec PPC cette semaine. Mais moi, j'aime beaucoup le deuxième profil Face ID. Voilà. Donc, j'ai pas encore testé si on pouvait le mettre en horizontal, enfin en mode paysage pour pouvoir se déloguer ou se loguer quand on est dans sa voiture. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que ça vous permet effectivement même d'avoir peut-être une deuxième personne qui va pouvoir déverrouiller votre téléphone en cas de besoin. Donc, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, mais il était temps surtout. Mais attention que vos enfants ne le fassent pas derrière votre dos surtout. Autre coup de cœur avec Thierry peut-être. Ah ben moi, c'est chez Microsoft, il y a eu une annonce. Alors, c'est très, très entreprise. Ça s'appelle la Surface Hub 2. C'est quoi ce machin? C'est un énorme tableau numérique qui fonctionne aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Donc, oui, j'ai vu ça. Et il est possible aussi d'en enquiller plusieurs les uns à côté des autres. Ce serait chouette d'avoir dans un bureau. Moi, dans un studio de Refait le Mac, ça serait très chouette. Donc je suis toujours assez bluffé parce que là-dessus, on va dire que Microsoft travaille un petit peu à contre-courant. Hein, oui. C'est des iPhone 10 géants. Ouais. Et là, il n'y a peut-être pas de Face ID pour les débloquer à l'horizontale ou à la verticale. Mais en tout cas, une télé d'Apple. Il y a des idées qui sont assez intéressantes. Alors maintenant, reste à définir le prix, je ne sais pas. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros cette plaisanterie, je suis sûr. Hein. Une fois que tu empiles les écrans comme cela, tactiles. On peut en mettre comme ça les uns derrière les autres, ça doit être sympa. C'est réservé aux
aux grandes entreprises ou aux chaînes de télé qui ont les moyens. Ça viendra peut-être un jour pour On refait le Mac, qui sait. Didier, de ton côté, tu vas t'équiper d'écran tactile? Non. Quel est ton coup de cœur? Non, je vais te parler un peu de son, puisque tu sais que c'est un peu la semaine du HomePod en France, hein, il sort lundi. L'appel Et, du 18 juin, chers amis. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont se poser la question de savoir s'il faut acheter ou pas un HomePod. Alors, moi, je vais te parler d'une petite alternative beaucoup moins chère, puisque pour le prix du HomePod, tu en as deux. C'est les Yamaha HS5 pour ceux qui connaissent. Donc, c'est des enceintes en fait de monitoring. De studio, Alors ça, c'est l'anti-HomePod. C'est-à-dire que c'est ultra basique. C'est des enceintes amplifiées qui ont des entrées micro, qui ont des entrées jack, donc que tu peux brancher sur ta télé, que tu peux faire de la musique avec. Enfin, tous Elles les sont trucs que sans tu peux- fil? Alors, elles sont pas sans fil du tout. Ah. Il faut un fil. Voilà. Oui, c'est un petit détail important. C'est des enceintes très roots. Elles ont un son assez plat, hein, puisque c'est pour du monitoring. Mais effectivement, le HomePod, il ne te permet pas de faire tous ces trucs puisqu'il fonctionne que sans fil. Donc, il y a de la latence, il y a toutes ces problématiques. Et c'est vrai que ça coûte 160 € pièce. Donc, si tu veux te faire un petit setup un peu musique, montage vidéo, même écoute de musique ou même un peu home cinéma, je trouve que c'est un bon compromis, pas trop cher au HomePod, et ça t'empêche pas d'acheter quand même un HomePod à côté, bien sûr. Ouais, du HomePod, on y reviendra plus en détail la semaine prochaine pour une émission qui lui sera intégralement dédiée la semaine prochaine. Stéphane, je suis arrivé cette fois-ci du premier coup. Quel est ton coup de cœur cette semaine? Oui, Didier. Non, pardon. Oui, Robert. oui, Olivier. Donc j'ai parlé de Vivatech, de la French Tech, du Conseil national du numérique il y a quelques semaines de ça. Toi, tu vas encore te faire des amis sur YouTube, mais continue. Mais c'est pas grave. Non, mais je sais que. Moi, j'aime bien, vas-y. Pourquoi parler tout le temps de geekerie? Vous allez le faire aussi bien. Non, moi, j'ai pas prévu. Si, un peu, quoi, encore. Ouais, voilà un peu. Non, en fait, je vois, on arrive sur on arrive sur les vacances, etc. Et donc il y a encore des événements qui se passent. Le premier, c'était la semaine passée, c'était Afrobytes qui rassemble les décideurs d'un marché qui est très prisé par Apple et par les grandes compagnies, qui est l'Afrique. Et que je vous encourage à suivre sur Twitter et sur leur site les conférences qui sont passées, qui étaient passionnantes. Et on découvre que c'est tout sauf un continent sinistré, bien au contraire, il est très avancé. Le deuxième, là, il aura lieu le 25 et 26 juin, ça s'appelle l'USI. Et l'USI, ça veut dire Unexpected Source of Inspiration. Rien que tout est dans le titre, c'est organisé par François Isquin. Et c'est au Carrousel du Louvre. Et c'est un moment où on prend le temps d'écouter. Et pour moi, c'est autant de tête, c'est 12, voire 13, voire 15 minutes. Là, c'est 1 heure, un orateur, et qui est devant nous et qui nous parle de quelque chose et qui nous éveille totalement. Ouais, sur un sujet en profondeur. Et à chaque fois, il y a une étincelle, il y a un petit quelque chose. Et on se pose des questions. Et donc là, avec les fonctionnalités qui arrivent sur l'iPhone, etc., il y a beaucoup de choses qui sont liées justement à la déconnexion. Le troisième, qui est notre événement, qui aura lieu du 3 au 5 juillet à la scène musicale, c'est l'Échappée volée, qui est organisé par Nawel Amitouche et par Michel Lévy-Provençal. Là, c'est une immersion pendant ces 3 jours, qui propose des expériences d'apprentissage à la croisée des sciences, de la technologie, des arts et des humanités. Donc justement, afin de réorienter un peu les boussoles, parce qu'on a tous tendance à aller comme des... Et voilà, ces événements-là, ils ne sont pas uniquement pour proposer la dernière start-up, le dernier objet comme au CES, c'est de la réflexion. Et je pense qu'à travers les fonctionnalités qu'il y a dans iOS 12, on rentre quand même dans quelque chose où là, il faudra vraiment se creuser la tête pour rendre vraiment service aux gens, sachant qu'en aucun cas, il y a une défiance vis-à-vis du numérique. Je pourrais parler d'un dernier événement qui est Futur, qui est organisé par Cap Digital, c'est l'ancien nom de Cap Digital, et je sais que j'ai pas mal d'amis qui l'organisent et qui participent, et il me semble même qu'un certain Pierre Philippe va pas être très loin, PPC. ne sera pas très loin de celui-là. Et j'ai un petit coup de gueule, ils viennent d'annoncer que la Coupe du Monde aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Maroc perd pour la 5e fois, je trouve ça dommage pour l'Afrique. Voilà, sans transition. De mon côté, on revient à la tech. Regardez, qu'est-ce que c'est ça selon vous, messieurs? Qu'est-ce que c'est? Un Amazon Echo un Amazon Echo, fait par Xiaomi. Mais c'est en fait une borne Wi-Fi, hein, c'est l'été, moi qui rêve d'ouvrir une paillote. Encore, c'est proposer du Wi-Fi gratuit, bien sûr, comme il se doit. Voici un routeur Wi-Fi conçu pour s'installer exclusivement à l'extérieur, hein, indispensable si vous disposez ou jouissez d'un jardin à l'heure des barbecues et de la Coupe du Monde, justement, tu vois, on est raccord. Et c'est Devolo qui propose ce modèle, ça s'appelle le Devolo Outdoor Wi-Fi Powerline Adapter. L'astuce, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'étendre votre réseau intérieur à l'extérieur. Il reçoit les données, regardez, via le réseau
électrique, c'est à la fois Wi-Fi et courant porteur en ligne. Voilà, qui est assez malin. En revanche, il n'a pas la norme Wi-Fi AC, je crois que c'est encore du N. Son prix, c'est 170 €. Toujours dans le Wi-Fi. Cette fois-ci, si vous voulez étendre votre réseau, vous avez des difficultés avec votre petite box ADSL et ils ont du mal effectivement à suivre, surtout si vous êtes en fibre, les débits qui sont aujourd'hui proposés. Si vous avez un Apple TV 4K à la maison, je perds mon micro HF en même temps, mais c'est pas grave. Regardez, c'est la dernière borne de chez Netgear, c'est la nouvelle génération d'Orbi. On vous a déjà présenté dans cette émission les Orbi de Netgear, mais elles marchent tellement bien qu'elles sont parfois un peu surdimensionnées pour ceux qui résident dans de petits appartements ou maisons, mais qui ont quand même des problèmes de réception. Voici une version plus minimaliste, la RBK 20 AC 2200. C'est des boîtiers beaucoup plus compacts, les autres sont un tiers plus hautes. Elles ne couvrent que, entre guillemets, que 250 m², de quoi voir venir, surtout à Paris, contre 350 m² pour la version optimale. Et surtout, son prix est beaucoup moins élevé, seulement, entre guillemets, 249 € contre 429 € pour la version 350 m². Donc faites-vous plaisir si vous avez besoin vraiment d'un bon réseau Wi-Fi Orbi de Netgear. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on peut uniformiser le débit, quel que soit l'endroit où on est dans la place. Dans l'appartement, on n'a pas absolument une extension du signal. Pas de perte. On n'a pas de perte et c'est sûr qu'on peut donc se balader dans l'appartement, même si on n'a pas un grand appartement, mais qu'il y a des murs qui sont un peu réfractaires. Ça permet d'avoir une uniformité au niveau du débit. Tu vois, je peux parler autre chose, je peux parler de tech. Tu vois, tu parlais de tech. La semaine prochaine, c'est toi qui feras un sujet tech en coup de cœur et moi, je vais trouver un sujet non tech. C'est la fin de ce 297e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme vous l'a dit, pour une émission consacrée exclusivement à la HomePod, qui devrait être arrivée en France. Messieurs, vous serez au rendez-vous, bien sûr. Oh, chouette. Chouette. Ça On va trouver quand même des arguments pour le HomePod, on va avoir du mal. Et n'oubliez pas, le 300e numéro d'On refait le Mac, c'est pour bientôt. On va l'enregistrer dès la semaine prochaine, le 20 juin. Elle sera diffusée sur les chaînes d'On refait le Mac un peu plus tard en juillet. Et si vous voulez assister à l'émission, c'est possible. Donc mercredi 20 juin dans le grand amphithéâtre de l'école 42 avec un invité exceptionnel. Et si vous devinez de qui il s'agit, on vous offre des places VIP. Pour ce faire, il vous suffit d'envoyer un tweet au compte @On refait le Mac en associant l'hashtag ORLM300 pour vous aider. Suivez le compte @On refait le Mac. Nous allons vous glisser des indices. Voilà, c'est là. On vous l'a dit, c'est la fin de ce 297e épisode d'On refait le Mac et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!